Donc, je vais continuer ce dont j'avais parlé la semaine dernière, mais comme je le fais toujours, je vais revenir rapidement sur ce que nous nous étions dit la semaine dernière pour que, y compris ceux qui n'étaient pas là, puissent retrouver le fil. Et puis, comme je l'avais fait aussi la semaine dernière, je vous laisserai un temps à la fin pour que nous puissions échanger, discuter, poser des questions, etc. Donc là, le thème général, je l'ai appelé crise sanitaire, crise économique, réorientation de l'activité, etc. C'est se faire à la fois un objectif d'analyse de la situation, décrypter un peu tout ce qui s'est passé, et puis aussi se poser des questions, parce que les périodes de crise sont toujours des moments où il faut se poser des questions, où les choses arrivent en pleine lumière. Donc, si je refais le point de ce que nous nous étions dit la semaine dernière, premier point, le choc économique, c'est-à-dire que la crise que nous vivons sur le plan économique est une crise importante, puisqu'il y aura une chute du PIB de la France, en gros, de 10% sur l'année. Et alors qu'au moment de la crise de 2008, la chute était de 1 à 2%. Ce choc sur l'économie française sera à peu près de même ampleur, c'est 8 à 10% dans les principaux pays développés. Je vous avais expliqué, j'y reviens pas cette semaine, la différence entre les crises de 2008 et celles d'aujourd'hui. Crise de 2008, crise endogène au système, liée notamment à sa financiarisation, et crise de 2020, qui est une crise qu'on dit exogène, parce que c'est un espèce de missile extérieur. C'est vraiment au moment où... écoutons quand même. Je ne sais pas s'il faut continuer ou... Excusez-moi, hein, mais... Je ne sais pas s'il faut... Bon, donc crise exogène, puisque c'est un objet extérieur qui est venu perturber à la fois l'offre, l'arrêt de la production, et la demande, le ralentissement très fort de la consommation et de la demande. On va le voir dans un instant, une des conséquences de cette crise, ça a été la mise en place de plans de soutien à l'économie, et donc le creusement du déficit budgétaire, puisque à la fin de l'année, le déficit budgétaire de la France passera en gros un petit peu en dessous de 3% à 10-11%, et que du coup, le taux d'endettement public, le rapport entre la dette publique et le PIB, passera, lui, de 100 à 120. Donc ça pose beaucoup de questions. On en avait beaucoup discuté la semaine dernière, j'y reviendrai dans un instant, sur cette question de la dette publique et de sa nécessité à un moment donné, et des questions de remboursement éventuel que cela pose. Bon, ça c'était le premier point. Deuxième point, je ne vais pas insister très longtemps, j'avais fait aussi un petit peu le point sur la crise sanitaire, le manque de masques, d'équipements, etc., en mettant en cause, et ça j'avais puisé un peu à la fois dans une enquête des journalistes du Monde et dans le rapport parlementaire, la prévention comme maillon faible dans la décennie 2010, les politiques d'austérité budgétaire qui ont fait passer au second plan la question du renouvellement des masques, et puis la politique de délocalisation qui a fait qu'au moment
où nous avions besoin de masques, comme nous n'en avions pas commandé depuis quelques années, eh bien les dernières entreprises françaises avaient disparu, avaient délocalisé à l'extérieur. Le troisième point que j'avais abordé, c'était les plans de soutien aux économies suite à cette crise. Donc, dans 3 directions. Les ménages. Alors, en direction des ménages, le point central, c'est la mise en œuvre d'un dispositif de chômage partiel. Donc, avec, bien sûr, l'intérêt de ce dispositif qui touche une grande majorité de salariés, et en même temps, ses limites, c'est que ceux qui ne sont pas dans le statut de l'emploi normal, entre guillemets, sont laissés un peu de côté. Hein, c'est-à-dire tous ceux qui sont en CDD, intérim, travail au noir, etc., ne sont pas concernés par les mesures de chômage partiel. Direction des ménages, direction des entreprises, avec le report du paiement en cotisation sociale, fiscale, et direction à la fois et aussi en direction des entreprises, ça c'est la mesure générale, et des dispositifs de prêts directs aux grandes entreprises. Là, j'avais expliqué un petit peu ce qui s'était passé pour Airbus, pour Renault. Donc je ne reviens pas là-dessus, mais avec les questions que ça pose, notamment la question des contreparties à ces plans de soutien à ces grandes entreprises. Et il y a une troisième direction, donc ménage, entreprise. Troisième direction, c'est une direction un peu mixte, entreprise et banque. C'est le dispositif de prêt garanti. Donc, pour inciter les banques à soutenir les TPE et les PME, l'État a mis en place un système de prêt garanti. C'est-à-dire que si il y a un problème de non-remboursement, l'État se porte garant auprès de la banque. Hein. Ce qui évite, l'objectif là, c'est d'éviter que la crise économique ne déborde en crise financière. Donc ça, c'était les plans de soutien au niveau France. Ensuite, j'avais décrit un peu les plans de soutien au niveau Union européenne. Donc au niveau Union européenne, il y a eu deux décisions rapides qui ont été prises. C'est la suspension du traité de 2012, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, donc traité qui était très important puisque c'était lui qui avait légitimé les politiques d'austérité, puisque ce traité imposait aux États membres de revenir dans les plus brefs délais aux équilibres budgétaires. Donc ce traité, très rapidement, en mars, l'Union européenne suspend, n'abroge pas, hein, suspend l'application de ce traité. Autre décision importante, c'est que la Commission décide, dans le même mouvement, d'assouplir le régime des aides d'État. Hein, vous savez que les aides d'État, c'est un sujet tabou depuis l'origine de l'Union européenne, puisque l'Union européenne est fondée sur le principe de la concurrence libre et non faussée. Et donc les aides d'État sont un obstacle à cette libre concurrence. Et donc là, c'est suspendu. Sinon, il n'y aurait pas pu y avoir les plans d'aide à Airbus ou à Renault. Donc en même temps, la Commission va appuyer les mesures qu'ont compris les États membres et dont je viens de décrire le volet français, de soutien aux entreprises, de soutien aux ménages, en développant un système de prêt aux États sur ces questions-là. Et alors, dans le cadre d'Union européenne, on en a beaucoup parlé la semaine dernière ensemble, ce qu'il faut aussi retenir, c'est la politique de la BCE. Puisque dès la fin du mois de mars, la Banque centrale européenne décide de reprendre sa politique dite de quantitative easing, d'aisance quantitative, si on traduit en français, politique qu'elle avait déjà mise en œuvre pendant 3 ans, entre 2015 et 2018. Et cette politique
elle consiste à racheter massivement des titres de dette publique et aux États membres. Et ça a été mis en œuvre, je vous l'avais dit, dès la fin du mois de mars, parce que on voyait bien que dès la fin du mois de mars, les taux d'intérêt commençaient à diverger. Les taux d'intérêt auxquels les États membres empruntent quand ils émettent des bons du Trésor commençaient à diverger, puisque l'Italie, qui avait été le premier pays touché par la pandémie, dès février, commençait à emprunter, et on voyait que les taux commençaient à décoller pour l'Italie. Et donc la reprise de cette politique de quantitative easing, elle a eu pour effet de réduire très fortement la pression sur les taux d'intérêt, voire même de l'annuler, puisque les derniers emprunts de la France, je vous l'avais dit aussi, sur les marchés, se font à des taux entre 0,1, 0,2, 0,25, quoi. Et donc, vous voyez, cette politique d'achat massif de titres de dette publique, son premier intérêt, mais c'est un intérêt central en période de crise, c'est de faire baisser la pression sur les taux d'intérêt, donc d'éviter qu'il y ait une espèce d'emballement de ces taux, comme il y avait eu après la crise financière de 2008, où on avait vu que les taux divergeaient entre l'Allemagne et la Grèce. On passait de 1 à 2% de taux d'intérêt à 10 ou 12 à un moment donné, même pour la Grèce. Et donc, si on avait répété ce genre d'expérience, sans doute que la zone euro n'aurait pas subsisté. Donc ça, c'est la politique de la Banque centrale. J'avais fait alors un deuxième, je m'étais pas mal étendu là-dessus parce que ça pose beaucoup de questions, et on avait repris ça aussi un peu dans la discussion. Et c'est lié d'ailleurs au domaine, à la question du rachat des dettes publiques. Je vous l'ai dit, le taux d'endettement public, suite au plan de soutien, etc., a beaucoup augmenté pour la France, mais pour les autres pays. Et donc, comment, j'y reviens très rapidement, comment faut-il traiter cette question de l'endettement public? Je crois qu'il faut d'abord distinguer le court terme du long terme. À court terme, l'endettement public doit toujours être mis en rapport avec ce qu'elle évite. S'il n'y avait pas eu les plans de soutien, l'économie de la France, mais des autres pays, s'effondrait. Et donc l'endettement public doit être jugé en rapport avec ce risque majeur qui a été évité. Et pour demain, mais demain immédiat, l'endettement public doit être mis en rapport avec ce que nous devons faire, c'est-à-dire nous devons aujourd'hui, et pas dans 5 ans ou 10 ans, traiter la question, par exemple, de la transition écologique. Et si nous regardions simplement le chiffre de l'endettement, eh bien, nous ne pourrions pas la traiter, puisque nous considérerions déjà que le taux d'endettement est trop élevé. Donc, il faut dans le même mouvement, il faut à la fois ne pas se priver des capacités d'investissement pour mettre en place l'économie de demain, et, ça je parle donc dans le court terme là, et repousser ou annuler la question du remboursement de la dette. Donc encore une fois, le premier jugement à porter sur l'endettement public, c'est l'endettement public, qu'est-ce que ça évite ou qu'est-ce que ça permet? Ça évite l'effondrement de l'économie et ça permet de maintenir des capacités d'investissement pour préparer l'économie de demain. Alors, comment traiter la question dans ce cadre-là du remboursement? Donc là, il faut distinguer le court terme du long terme. À court terme, vous avez deux possibilités. Soit on repousse le remboursement, et c'est ce que fait la BCE.
La BCE, quand les titres arrivent à échéance, elle les rachète. Donc elle ne demande pas à chacun des États de rembourser la dette au moment où les titres arrivent à échéance. Automatiquement, elle les rachète aujourd'hui. Je ne dis pas que cette politique continuera éternellement, mais aujourd'hui, donc si vous voulez, nous avons une certaine souplesse de ce point de vue-là, du point de vue de la politique de la BCE, qui diffère la question du remboursement. Pourquoi j'ai parlé aussi d'annulation? Parce que je vous avais expliqué que dans le montant global de la dette publique d'un pays comme la France, par exemple, 25 à 30% de ces titres sont détenus par la Banque Centrale Européenne. Puisque, je viens de vous expliquer, qu'entre 2015 et 2018, elle avait pratiqué une politique massive de rachat de titres de dette, et qu'elle vient de reprendre depuis le mois de mars aussi massivement. Donc elle a des titres de dette de la France. Et les titres de dette qu'elle détient de la France, c'est à peu près 25 à 30%. Pour l'Allemagne, c'est un peu plus même, c'est 30%. Donc la question de l'annulation, elle ne se pose pas, pour les autres, de mon point de vue, pour les autres détenteurs de titres de dette publique, mais elle se pose vis-à-vis de la BCE. On pourrait très bien, à un moment donné, aujourd'hui les traités ne le permettent pas, mais dire ces montants de dette publique que la BCE détient envers tous les États membres, on pourrait les annuler et les reconvertir dans un investissement de transition écologique, par exemple. Donc la question de l'annulation, ce n'est pas une fausse question, mais ça se pose pour les titres détenus par la BCE. On pourra, parce que chaque fois que j'interviens, cette question de la dette publique, c'est une question récurrente. Donc, si vous voulez, dans la discussion, s'il y a besoin de compléments, on pourra encore y revenir. Le point suivant que j'avais juste commencé à aborder, c'était le plan de transition écologique et sociale pour la sortie de crise. Et donc, j'avais commencé, pour traiter ce point, j'avais commencé par dire quels sont les enseignements majeurs, les enseignements majeurs que nous apporte cette crise. Et pour pas trop m'étendre, j'en avais pointé 4. Je crois que j'avais exposé ces 4-là. Il me semble que c'était là que je m'étais arrêté. Donc le premier, c'est les conséquences productives et écologiques de la mondialisation. La crise a mis en avant, de manière cruciale, les conséquences productives et écologiques de la mondialisation, puisqu'elle nous a montré à un moment, à la fois que nous étions dépendants pour un certain nombre de biens essentiels de pays comme la Chine. Rappelez-vous toute la question sur les masques, les respirateurs, les médicaments, etc. Elle a mis en avant ce point-là. Les conséquences écologiques de la mondialisation, elle a mis en avant toute la pression sur l'émission de gaz à effet de serre, le recul de la biodiversité, etc. L'histoire du pangolin, ça illustre aussi un peu ça. Ça, c'était le premier point. Et donc, ça pose forcément le problème éventuel de relocalisation, d'arrêt des délocalisations, etc. Bien. Le deuxième point que, à mon avis, la crise a mis en avant, c'est les vertus de l'État social, comme une avancée, qui est une avancée majeure du XXe siècle. Donc, puisque on a vu, même fragilisé, le système de santé était en première ligne. Et donc, j'avais rappelé que, y compris notre président, au moment de la crise, avait exprimé le fait que l'État social n'était pas un coût, contrairement à toutes les politiques qui ont été conduites depuis une vingtaine d'années, mais une ressource pour la société. Ça, c'était le deuxième point, les vertus de l'État social. Le troisième point, c'était la question le surgissement des travailleurs invisibles et la question des inégalités. La crise, elle a mis sur le devant de la scène
des travailleurs qu'on n'avait pas l'habitude d'y voir. Hein. Non seulement les personnels soignants, mais les caissières, les ouvriers des abattoirs, etc. Enfin, je vais pas plus loin. Elle a aussi révélé des populations en très grande précarité. Hein, c'est-à-dire toutes ces personnes qui travaillent en intérim, au noir, etc., et qui sont employées dans des secteurs qui ont été réduits à une totale inactivité pendant cette période-là, d'où la montée en flèche des queues devant les banques alimentaires, etc. Donc la question des invisibles, avec en arrière-plan une question peu traitée par les politiques publiques ces dernières années, la montée croissante des inégalités. Et le quatrième point que me semblait révéler la crise, c'est l'accélération du capitalisme numérique. Hein, donc, avec toutes les questions que ça pose, sur à la fois des facilités dans le travail quotidien, mais en même temps, en arrière-plan, des problèmes beaucoup plus lourds, la consommation d'énergie, la toute-puissance des GAFA. Juste un seul chiffre, j'avais dû vous le donner la semaine dernière parce qu'il est trop parlant. Au deuxième trimestre de cette année, le PIB des États-Unis, donc je parle du deuxième trimestre, hein, a chuté de 33%. Le chiffre d'affaires, dans le même temps, deuxième trimestre, le chiffre d'affaires des GAFA a grimpé de 40%. Voilà. Donc voilà, c'était ces 4 points. Et le raisonnement que j'ai fait, c'est de me dire, ces points sont révélés par la crise. Et la crise, c'est un moment où toute une série de questions, les 4 thèmes que je viens de sortir là, devant vous, ces 4 thèmes-là, ils étaient déjà présents. C'est pas la crise qui les a inventés, mais la crise les a mis sur le devant de la scène. Et donc la crise, elle pose, bon, si on se réfère aussi dans le passé à la crise de 29, la crise de 29, ça a été l'occasion d'assurer une bifurcation de l'économie. C'est-à-dire quand Roosevelt entame le New Deal à partir de 1932, ils rompent avec une certaine logique économique qui était la logique du marché et de la non-intervention de l'État. Donc il va bifurquer intervention de l'État et construction des bases de l'État social. Et donc la crise, elle révèle un certain nombre de problèmes et elle nous incite à les prendre en compte et à les traiter. Est-ce qu'on recommence l'économie comme avant ou est-ce qu'on profite de la crise pour opérer une bifurcation? Et donc il me semblait que c'était l'occasion d'opérer cette bifurcation dans ce que j'ai appelé une transition écologique et sociale pour sortir de la crise. Et donc, je vais simplement énumérer avec vous un peu des têtes de chapitre pour vous montrer ce que j'entends par transition économique et sociale. Et si vous voulez, pour moi, cette manière, disons, d'envisager une réponse à la crise, c'est aussi, ensuite, à partir de là, que je porterai un jugement sur les politiques qui ont été conduites depuis le Ségur de la santé, le plan de relance de l'Union européenne, le plan de relance de la France, etc. Vous voyez, ça me sert un peu de guide de lecture. Alors, cette transition sociale et écologique, vous allez le voir, elle implique forcément une certaine orientation des politiques budgétaires et monétaires. Et elle implique sans doute, de mon point de vue, ça peut se discuter, une refondation de l'Union européenne. Donc voilà, je vais simplement décliner devant vous ces divers points. Et puis après, ça me permettra, encore une fois, de commenter les décisions qui ont été prises au cours des derniers mois. Donc, transition sociale. Qu'est-ce que j'entends par transition sociale? Et ça, encore une fois, vous voyez, ça, à chaque fois que le listage que je vais opérer, ça va connecter avec ce que je viens d'énumérer comme problème majeur né, mis sur la table par la crise que nous venons de vivre.
Transition sociale, investissement dans les services publics délaissés ces dernières années, en premier lieu la santé, mais aussi l'éducation, la recherche. Il suffit de penser à tous ceux dont on parle en ce moment pour la nouvelle économie, la question des batteries pour les véhicules électriques, la question de la filière hydrogène, etc., la question de l'arrêt des pesticides, pour penser qu'il y a un énorme effort à faire dans l'éducation et la recherche. Donc investissement dans les services publics, une politique de réduction des inégalités, donc inégalités encore une fois qui explosent, et donc via à la fois des politiques salariales, mais aussi des politiques fiscales, puisque depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, la progressivité de l'impôt est devenue un sujet tabou. Et justement, quand on se réfère au New Deal de Roosevelt, on voit qu'un des grands moments de la construction des bases de l'État social aux États-Unis, ça a été aussi une politique fiscale avec des très hauts niveaux d'impôts sur le revenu et sur les patrimoines. Toujours dans la bifurcation sociale, dans la transition sociale, je place la question cruciale, même si elle est non traitée à ce jour, de l'harmonisation des législations sociales et fiscales en Union européenne. Et puis, dernier point, pour moi, c'est la participation accrue des salariés dans les instances de direction. Et ça, si vous voulez, j'y reviendrai notamment à travers les questions que pose le plan de relance, c'est que, si vous voulez, il y a un certain nombre de mesures du plan de relance vont nécessiter un suivi. Et donc, on peut considérer que les aides à Renault, à Airbus, l'État qui a conclu des prêts avec ces entreprises va regarder d'un tout petit peu près quelle utilisation est faite, mais pour la masse des entreprises, il n'y aura pas ce regard. Et donc, il est important, si on pense justement transition écologique et sociale, qu'il y ait, par rapport au suivi d'un certain nombre de mesures, un suivi direct au sein des entreprises. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est très loin, donc il faut, à mon avis, des pouvoirs nouveaux, ce qu'on appelait avant le comité d'entreprise, le comité social et économique, et dans les conseils d'administration. Bon, voilà, ça c'est des têtes de chapitre sur la transition sociale. La transition écologique, elle implique des investissements, bon, je vais aller vite, investissements massifs dans les économies d'énergie, ENR, c'est les énergies renouvelables, etc. Le développement d'une agriculture raisonnée, c'est-à-dire qui soit économe en énergie, engrais, pesticides, des traités au niveau international, des traités que je qualifierais de juste échange par rapport aux traités actuels qui sont des traités de libre-échange, c'est-à-dire de libre-échange fondés essentiellement sur la concurrence par les coûts, et donc qui mettent tout à fait au second plan à la fois les questions sociales et les questions sanitaires et les questions écologiques. Donc il faut rompre, bien sûr, de mon point de vue, avec cette logique-là. La transition écologique, elle implique aussi une planification pour fixer des objectifs. Parce que la transition écologique, c'est une affaire de 10 ans, de 15 ans. Et donc, il faut voir, il faut penser les problèmes dans le temps. Je donne deux exemples ici, mais je ne les développerai pas parce que sinon, je n'aurai pas le temps. C'est la relance, l'accélération de la rénovation des bâtiments, eh bien, ça se prépare. Ce n'est pas simplement une question de prime qu'on lance comme ça. Si vous voulez, si on veut que ça soit massif et réussi, il faut l'organiser dans la durée, dans le temps, mettre en place des dispositifs financiers, mais mettre en place aussi des dispositifs de formation. Si aujourd'hui, nous lancions massivement la rénovation des bâtiments, ce que les dispositifs gouvernementaux et les montants attribués ne permettent pas, eh bien, nous ne pourrions pas la réaliser dans toutes les régions en France, parce que nous n'avons pas les compétences. Et donc, il faut la mettre en œuvre
il faudrait la mettre en œuvre massivement là où nous avons les compétences et en tirer la leçon pour le développer, l'élargir, le généraliser aux autres régions. De même, quand on parle de relocalisation, la relocalisation, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça doit être pensé, ça doit être réfléchi, on relocalisera pas tout, mais il faut que, notamment pour les nouvelles filières qui vont se mettre en œuvre, je parlais tout à l'heure de la filière hydrogène ou des batteries électriques, c'est là où il faut éviter absolument de nouvelles délocalisations. Et sur les délocalisations anciennes, eh bien, sur un certain nombre de points, il faudra revenir en arrière. Et si on pense aux équipements de santé ou aux médicaments, par exemple, la manière la plus intelligente d'opérer, ça serait de le faire en coopération avec d'autres pays de l'Union européenne. Chacun ne va pas rapatrier toute l'industrie des respirateurs, des médicaments, chacun le doubler par rapport aux pays voisins. Donc c'est des choses qui se décrètent pas, mais qui se préparent. Ensuite, alors, je disais, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, la transition sociale, écologique, etc. Mais si on va dans cette direction-là, il faut aussi que les politiques monétaires et budgétaires suivent, et il faut penser, je vais y revenir après, à une refondation de l'UE, de l'Union européenne. Alors, d'abord, les questions budgétaires, et vous allez voir qu'on va retrouver la question de la dette. Je vous disais tout à l'heure, sur le court terme, il est primordial d'éviter que nous soyons en panne d'investissement, c'est-à-dire que nous ne puissions opérer ces transitions sociales, écologiques, parce que nous aurions un endettement trop élevé. Voilà, ça serait une faute grave pour nous-mêmes et pour la suite de nos activités. Donc il faut le faire, et je vous dis, donc dans le court terme, il faut éviter que la question des remboursements vienne entraver cette capacité d'investissement. Et donc je vous disais tout à l'heure, la solution c'est ou bien une partie des dettes, celle avec la BCE, on l'abandonne et on la reconvertit dans la transition écologique, ou bien, ce que fait la BCE à l'heure actuelle, et il faut qu'elle le prolonge, au moment où les titres arrivent à échéance, elle les rachète. C'est-à-dire que la question du remboursement est totalement différée dans le temps. Par contre, à moyen long terme, la question du remboursement, elle reviendra sur la table. Mais elle reviendra, si vous voulez, quand on aura fait les investissements nécessaires. Donc que nous aurons une reprise sur le moyen long terme de l'activité, eh bien nous créerons de nouvelles ressources qui permettront pour partie de rembourser l'endettement. Vous voyez, le problème, on le prend dans la durée. Alors que ce qui a été fait au lendemain de 2008, ce qui a été fait, il y a eu une montée de l'endettement public, et le traité dont je parlais tout à l'heure sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de 2012, il a demandé aux États, vous remboursez tout de suite. Donc rembourser tout de suite, ça veut dire soit augmenter les impôts, soit diminuer les dépenses. Et donc ça veut dire pénaliser l'activité économique. Et d'ailleurs, l'Union européenne, en moyenne, n'a retrouvé son niveau économique de 2008 qu'en 2018. Et je ne vous parle pas de la Grèce, qui a été l'État où cette politique a été menée de la manière la plus catastrophique. Donc, cette question, il faut la prendre, il faut investir, c'est ce que je viens de vous expliquer, dans les activités de demain. Et c'est cet investissement dans les activités de demain qui va produire un développement de l'activité économique qui nous permettra de retrouver les recettes fiscales et sociales susceptibles, à ce moment-là, dans le moyen long terme, de rembourser une partie de la dette. Et le deuxième point, c'est qu'on n'échappera pas à une réforme de la fiscalité. C'est-à-dire, à tous les moments de crise ou d'après-guerre où il y a eu une montée de l'endettement public, si vous voulez, il y a eu aussi une politique fiscale adaptée. Et cette politique fiscale est d'autant plus adaptée qu'en même temps, elle permettrait de traiter la question des inégalités.
sans politique fiscale et sans progressivité de l'impôt sur le revenu et sur les patrimoines, on ne traitera pas la question des inégalités et on ne traitera pas non plus complètement la question du remboursement de la dette publique à moyen long terme. Donc vous voyez, c'est pour ça que je distingue le court terme du moyen long terme. Donc cette politique budgétaire, elle doit être orientée dans ce sens-là. On aurait pu, si tous les États étaient d'accord au sein de l'Union européenne, dire l'endettement auprès de la BCE, qui est notre banque commune, on l'annule et on le reconvertit dans la transition écologique. Voilà. Ça aurait été alors une action directe. Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais si vous voulez, il n'y aurait aucun problème de principe. Hein. Les problèmes sont uniquement des problèmes politiques. Politique monétaire, politique budgétaire, là je vous montre les possibilités, et je mets aussi d'autres points en avant. Si on veut vraiment traiter au sérieux la transition écologique sociale, j'ai dit par exemple, les investissements écologiques et sociaux peuvent être déduits du calcul du déficit budgétaire. Tout ça, c'est des conventions. Donc si vraiment l'objectif politique, c'est de réussir une transition écologique et sociale, eh bien on adapte les conventions aux objectifs politiques que nous nous fixons. Voilà, je veux dire, c'est pas la règle a priori qui doit nous empêcher de réaliser ces questions qui sont des questions cruciales, ces transitions. Alors, émissions, je disais, émissions d'euro-obligations garanties par les États membres. Si nous voulons réaliser la transition écologique, il faut se donner les moyens financiers, alors budgétaires, parce qu'il faudra que l'État prenne sa part. Si l'État ne prend pas sa part, dans un certain nombre de chantiers que j'ai énumérés tout à l'heure, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit la recherche sur les batteries ou sur l'hydrogène, que ce soit sur la rénovation des bâtiments, eh bien ce n'est pas le capital privé tout seul qui investira dans ces domaines, parce que, si vous voulez, le taux de rendement, il est trop aléatoire et trop lointain. Donc il faut absolument qu'il y ait un appui public. Voilà. Et donc, les euro-obligations, ça peut être des obligations privées, mais que l'État va garantir de façon à éviter le risque pris par cet investissement et permettant de développer un des axes de la transition énergétique. Donc, et les euro-obligations seraient l'intérêt, si vous voulez, de pouvoir construire des chantiers sur la transition en coopération avec d'autres États. Et j'avais pointé, revoir l'émission de la BCE en lui donnant celle de financer la transition écologique et sociale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, en quoi on est prisonnier de conventions, mais on peut, si nous avons un autre objectif politique, ce qui a été décidé à un moment donné dans un traité peut très bien être changé. La mission de la BCE aujourd'hui, elle est définie par le traité de Maastricht de 1992. Sa seule mission, c'est d'éviter que l'inflation dérape dans les pays de l'Union européenne. C'est de veiller à ce que le taux d'inflation ne dépasse pas 2% dans les États membres. C'est sa seule mission. On pourrait très bien lui dire aujourd'hui, eh bien la mission de la BCE, c'est de financer, de participer au financement de la transition écologique et sociale. Et aujourd'hui, le problème de l'inflation, il n'est pas du tout présent dans nos économies. Donc, on pourrait lui conférer d'autres missions, ce qui, à ce moment-là, lèverait l'hypothèque, que je disais tout à l'heure, de l'annulation des dettes au bénéfice de cette transition écologique et sociale. Alors, pourquoi j'ai parlé de refondation de l'Union européenne ? Parce que, si vous voulez, nous sommes nous sommes depuis plusieurs années confrontés à une règle qui, sur les questions essentielles, paralyse toute action. C'est la règle de l'unanimité. Et donc, on voit bien, cette règle de l'unanimité, elle est
présente et obligatoire pour un certain nombre de sujets qui sont totalement décisifs si on veut parler de transition écologique et sociale. C'est la politique fiscale et la politique sociale. Il faut qu'il y ait unanimité des États membres. Et vous savez bien que, et je vais en parler un tout petit peu plus loin avec le problème d'Apple et l'Irlande, vous savez très bien que cette unité de 27 États membres, elle est en grande partie illusoire. Enfin, personnellement, j'y crois pas. Et on voit bien même, je vais en parler dans un instant, que le plan de relance, initialement mis en avant par le tandem franco-allemand, repris par la Commission, et finalement adopté, on verra dans quelles conditions, par les 27 États membres au mois de juillet, eh bien, il a fallu quand même 2 mois de discussion, de marchand de tapis, pour déboucher sur un plan qui, vous le verrez, qui, sur le plan des principes, se traduit effectivement par un pas en avant, dans le domaine, disons, de ce qu'on peut qualifier d'union budgétaire, un pas en avant, mais sur des sommes qui sont des sommes ridiculement faibles par rapport aux enjeux. On va en parler. Hein. Donc, vous voyez bien que même sur une question comme ça, qui n'est pas une question de principe fondamental comme la politique fiscale ou la politique sociale, sur cette question-là, eh bien, pendant 2 mois, les États ont ergoté, est-ce qu'on fait des prêts, est-ce qu'on fait des transferts, etc. Et quand on suivait les discussions au jour le jour, et on voit bien, et là il y avait un certain nombre d'États qui étaient réticents, on les appelait les frugaux, hein, vous vous souvenez peut-être de cette discussion du mois de juillet. Donc on voit que parce que ce plan de relance, il a été adopté par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne fin juillet, mais il faut maintenant qu'il soit adopté par tous les parlements nationaux des 27. Rien ne dit que ça va forcément se faire. Donc vous voyez quand même la grande difficulté. Donc moi, ça fait des années où je dis à la fois on ne peut plus faire seul aujourd'hui, on ne peut plus faire sans l'Union européenne, mais en même temps, on ne peut rien faire avec l'Union européenne. Voilà. Donc, la question, la seule voie que je vois pour sortir de cette impasse, c'est eh bien une avancée, soit une refondation complète de l'UE, mais alors là, vous voyez le problème, hein, refaire un traité, etc., ou alors avancer de manière coopérative entre quelques États membres. C'est-à-dire sur les questions écologiques, fiscales, sociales, on pourrait très bien essayer d'avancer entre quelques États membres, et bien, donc là, ça ne nécessite pas l'unanimité, on se met d'accord, et à ce moment-là, les autres, ils sont pas s'ils veulent pas suivre, ils suivent pas. Par contre, je suis sûr que s'il y avait un certain nombre d'États, en gros les pays fondateurs du départ, hein, plus peut-être l'Espagne, eh bien, nous aurions une masse en mouvement qui serait importante et qui serait susceptible ensuite d'entraîner les autres. On pourra reprendre cette question-là dans la discussion. Je ne vois pas comment, aujourd'hui, dans le temps qui est le nôtre, peut-être que nos successeurs, dans 20 ans, ils diront « bon, ça va, on a trouvé la solution », mais je ne vois pas comment on peut avancer sans traiter cette question de manière coopérative entre plusieurs États. Voilà. Et donc, ayant fait ce cheminement intellectuel, après, j'ai repris l'idée qui était avancée il y a 2-3 ans par Piketty, qui était de dire, pour donner de la force à cette coopération, eh bien, on crée une assemblée parlementaire avec des représentants des parlements européens de ces États volontaires pour décider de l'avancée fiscale ou sociale et lui donner une certaine légitimité. Donc voilà un peu ma grille de lecture. Ça. Donc après, cette grille de lecture, je l'ai utilisée pour commenter ce qui s'est passé
pendant l'été. Donc je vais traiter successivement avec vous le Ségur de la santé, la question de l'arriéré fiscal de Apple avec l'Irlande, et puis toute la question du plan de relance européen et du plan de relance français. Donc le Ségur de la santé. Alors le Ségur de la santé, il s'inscrit à un moment donné. Alors j'ai écrit des avancées bienvenues sans remise en cause de la politique globale. La politique globale dans le secteur de la santé, c'est celle qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, que j'ai qualifiée de politique d'adaptation à la mondialisation. La politique d'adaptation à la mondialisation, ça revient à considérer les États menant des politiques concurrentes les uns des autres, donc n'étant pas capables de construire des coopérations, eh bien c'est de favoriser ses champions économiques, son tissu économique. Et donc pour le favoriser, eh bien il faut à la fois réduire les coûts pour les entreprises et peser sur les dépenses publiques. C'est une politique constante qui est menée depuis 15-20 ans, quels que soient les gouvernements. Et dans le secteur de la santé, ça a pris la forme, je ne vais pas trop m'étendre, c'est assez connu, transfert de financement des entreprises vers la société. En gros, on baisse la part des cotisations sociales et on augmente celle de la CSG. Donc on diminue le poids sur les entreprises. La maîtrise des dépenses hospitalières en fonction d'un objectif budgétaire. Et là, on utilise plusieurs moyens. Dans les hôpitaux, c'est la tarification à l'activité, l'optimisation des capacités d'accueil, 0 lit disponible. L'objectif à avoir, c'est qu'il n'y ait pas de lit qui soit inutilisé. Et puis, c'est la pression sur les salaires et les conditions de travail. On retrouve là, exactement quand je dis ça, tarification à l'activité, c'est-à-dire qu'on donne une norme de coût pour chaque pathologie. 0 lit disponible, on peut faire le parallèle avec les politiques des entreprises. 0 lit disponible, c'est 0 stock. C'est quand j'énumère ça, tarification à l'activité, pression sur les salaires, conditions de travail, optimisation des capacités d'accueil, vous retrouvez des termes qui sont un plaquage dans le secteur public de la santé des politiques qui sont menées dans les entreprises. Or là, j'ai envie de reprendre ce que disait Emmanuel Macron. L'État social, il ne doit pas être jugé comme un coût, mais c'est une ressource pour la société. Donc on ne peut pas appliquer dans le secteur, dans le secteur des services publics, et notamment celui de la santé, les critères de performance qui sont adoptés pour une entreprise. On n'a pas du tout les mêmes objectifs. Donc, cette politique, elle a été menée de manière régulière depuis 15 ou 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'apporte le Ségur de la santé en juillet 2020 ? Donc, Ségur, j'imagine que vous savez pourquoi on l'appelait Ségur. Parce que c'est... Voilà, le ministère de la Santé est avenue de Ségur. Je le dis pour la petite histoire, à Paris, comme on parle du Grenelle, etc., parce que ça se passe rue de Grenelle. Donc, qu'est-ce qui contient ce Ségur de la santé ? Il contient d'abord des mesures de revalorisation, de rattrapage salarial, 180 € mensuels, donc là je vais vite, pour les personnels hospitaliers non médecins dans le public et 160 € dans le privé. La refonte des grilles indiciaires, la revalorisation de l'indemnité de service public pour les médecins hospitaliers, parce que les médecins hospitaliers du public subissaient depuis un certain nombre d'années un décrochage régulier par rapport à leurs collègues du privé, alors même qu'ils ont des obligations supplémentaires. Les médecins hospitaliers dans le public doivent aussi faire de l'enseignement et de la recherche.
Donc, si vous voulez, la revalorisation de cette indemnité de service public, c'est pour limiter un peu le décrochage. Sinon, à la limite, au bout d'un certain temps, on ne trouvera plus personne pour aller faire le boulot dans le secteur, dans le secteur public. Dernier point, revalorisation des salaires et des primes de garde pour les internes, pour leur permettre à ces internes une rémunération au moins égale au SMIC. Attention, quand même, quand on voit le boulot, 15 heures par jour, là, l'avancée, c'est leur permettre qu'ils ne touchent pas moins que le SMIC. Donc, l'ensemble de ces mesures salariales, ça repositionne les rémunérations du secteur hospitalier en France à peu près dans la moyenne de l'OCDE. Ça veut dire qu'on était nettement en dessous. Alors, sur le plan de l'emploi, embauche de 15 000 personnes, alors qu'il y avait une demande de 80 à 100 000, mais pour moitié sur des postes déjà budgétés et qui sont non pourvus actuellement par des titulaires. Donc, de manière nette, il y aura embauche, si on les trouve, il y aura une embauche de la moitié. Et financement de 4 000 lits supplémentaires en fonction des besoins. Alors, on voit bien à la fois que dans le contexte actuel, 4 000 lits, c'est un peu juste. Et je rappelle quand même qu'entre 2000 et 2016, on a supprimé 64 000 lits au nom de la politique d'adaptation à laquelle je faisais allusion il y a juste un instant. Les mesures complémentaires, c'est des investissements de 6 milliards en direction des EHPAD et de projets hospitaliers prioritaires. Et puis, on a commencé à lever un tout petit peu, je ne sais pas jusqu'où ça ira, expérimentation sur le système de financement des activités hospitalières. C'est-à-dire qu'on a dit, au Ségur de la Santé, il y a une telle pression pour dire cette tarification à l'activité, c'est vraiment un étouffoir pour le secteur public de la santé, qu'on a autorisé dans un certain nombre de cas à faire des expérimentations sur d'autres systèmes d'évaluation des coûts. Voilà. Donc, vous voyez que ça met un petit peu de beurre dans les épinards, comme dirait ma grand-mère, mais c'est pas une rupture franche par rapport au... Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Je continue pour l'instant. C'est toujours emmerdant quand il y a une alarme. Voilà. Autre point qui est venu de manière chronologique, qui vous allez le voir, interpelle les questions dont je parlais il y a un instant d'harmonisation fiscale dans l'Union européenne. Je ne sais pas si ça vous a traversé l'esprit quand vous l'avez appris, ou peut-être même c'est passé inaperçu, parce que comme c'est venu dans le mois de juillet, c'est l'annulation de l'arriéré fiscal réclamé à Apple par l'Union européenne. Alors je rappelle très rapidement, et peut-être le chiffre va vous évoquer quelque chose. La Commission européenne avait jugé que le régime fiscal dont profitait Apple en Irlande était assimilable à une aide d'État, et l'avait condamné en 2016 à un arriéré fiscal de 13 milliards. C'était énorme, c'était énorme, et ça posait la question. C'était pas, quand je dis aide d'État, c'était pas une aide directe, c'était pas de l'argent qui avait été versé à Apple, c'était une aide indirecte. C'est le fait qu'il y avait un régime fiscal aménagé qui permettait à Apple, en fait, d'économiser pratiquement toute déclaration d'impôt en Irlande. Et donc, la Commission européenne avait dit on va commencer à regarder cette question d'un peu près, et avait infligé cette amende de 13 milliards. Bon, le tribunal de l'Union européenne a annulé cette décision. Le tribunal de l'Union européenne, c'est, si vous voulez, la première instance de la Cour de justice de l'Union européenne. Il n'en a pas contesté le principe, c'est-à-dire qu'il a bien reconnu que forcément, on ne peut pas le contester, que c'est une aide indirecte.
mais le fait qu'Apple aurait bénéficié d'un avantage sélectif. C'est-à-dire, en gros, le tribunal dit, effectivement, Apple a bénéficié d'une aide indirecte, mais pourquoi sanctionner Apple tout seul? Eh oui, seul Apple a été sanctionné. Or, d'autres sociétés sont dans le même cas. Certes, pour des sommes moins importantes que celles que Apple a soustraites, mais donc c'est cette question-là. En fait, je dirais presque que c'est une question de forme par rapport au fond. Mais c'est cette question-là qui a, sur cette base-là, de non-égalité de traitement, que le tribunal a annulé cette décision. Et alors, ce qui est terrible pour l'Union européenne, c'est que l'Irlande s'était jointe à la plainte déposée par Apple auprès du tribunal. Donc, vous voyez, c'est terrible quand je parle de la question de l'harmonisation fiscale et sociale. C'est-à-dire, et au moment même d'ailleurs, en 2016, où Apple avait été sanctionné de 13 milliards par l'Union européenne, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi ça m'avait frappé à l'époque, l'Irlande disait « moi je ne veux pas récupérer l'argent ». Je ne veux pas récupérer l'argent. Mais ce que j'ignorais, c'est que, je l'ai appris en lisant le jugement, que dans la plainte qu'avait déposée Apple, l'Irlande s'était jointe à cette plainte. Ça veut dire que, en fait, on est aux antipodes de l'harmonisation fiscale. Là. Puisque un État fonde sa politique économique justement sur la concurrence fiscale. Mais on pourrait multiplier les exemples. Alors, on est confronté à ce problème-là. Alors, une ouverture semblait être esquissée, disons. C'était une ouverture qui se passait dans le cadre de l'OCDE depuis quelques années. L'OCDE, c'est une organisation coopération et de développement économique qui regroupe en gros tous les pays de l'Ouest européen, plus les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. Le Japon aussi. Donc, dans ce cadre-là, l'OCDE a, depuis plusieurs années, négocié avec les États pour parvenir à un taux minimal d'imposition au niveau mondial pour les firmes multinationales. Bien sûr que ça serait la solution. Vous voyez bien, les firmes multinationales sont présentes dans un grand nombre de pays. Donc l'idée, ça serait, on les impose au niveau mondial et ensuite on répartit les sommes prélevées au prorata d'un certain nombre d'indicateurs à trouver. Hein. Ça peut être le chiffre d'affaires dans les différents pays, ça peut être la masse salariale, enfin bon. Voilà. Et donc, ce projet-là était assez avancé, mais il a été mis à terre, hein, je crois, par le retrait des États-Unis. En juin 2020, donc les États-Unis se sont... Alors, si vous retirez les grandes firmes multinationales américaines, donc voilà. Donc, ça veut dire que l'Union européenne est de nouveau confrontée à cette question de la concurrence fiscale. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas continuer à travailler, on ne pourra pas travailler au sein de l'Union européenne si on ne tranche pas cette question de la concurrence fiscale et sociale, puisque ça amène sans arrêt à un espèce de dumping vers le bas. Et quand vous regardez aussi bien la question de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire les trous qu'il y a dans chaque État, que le taux. Le taux, c'est encore plus parlant. Hein. Vous avez le taux de 12% en Irlande, vous avez 25% en France, etc. Donc, quand vous regardez ça, vous voyez bien, et qu'au cours des dernières années, eh bien, l'alignement, il se fait par le bas. Un État baisse, donc les autres, ils baissent aussi pour pas être en rupture de compétitivité pour leurs entreprises, pour pas défavoriser leurs entreprises. Donc, on est dans une course sans fin
au dumping fiscal et social. Donc cette question, elle est vraiment posée. Et comme elle nécessite l'unanimité, comme je le disais il y a un instant, on voit bien qu'on est très en difficulté. Je passe au plan de relance. Le plan de relance. Le plan de relance, donc là, je vais à la fois parler du plan européen, d'abord le plan européen, et ensuite le plan français. Même si, on va le voir, il y a un rapport entre les deux, notamment sur le financement. Donc le plan européen, il commence par une initiative franco-allemande d'un plan de relance budgétaire de 500 milliards qui est sur 3 ans financé par une dette commune. Donc cette proposition franco-allemande, elle émerge le 18 mai 2020. Et donc la première chose que cette initiative commune franco-allemande traduit, c'est une forte évolution de l'Allemagne sur cette question-là, puisque cette question d'une relance budgétaire, elle avait déjà été sur la table après la crise financière de 2008, et l'Allemagne alors avait été extrêmement stricte pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, disons, d'endettement, de transfert vis-à-vis des États et d'endettement commun. Et donc, la première chose à noter, c'est l'évolution de la position allemande. Et je vous ai simplement, j'ai cité ici deux phrases qui sont très significatives de l'évolution de l'Allemagne prononcée par la chancelière. En mai, elle dit « L'Allemagne ne s'en sortira bien que si l'Union européenne s'en sort bien ». Et elle ajoute le 22 juin, il est d'intérêt de l'Allemagne que l'Europe devienne de plus en plus unie et ne s'effondre pas. Le fonds de relance ne peut pas résoudre tous les problèmes, cependant ne pas l'avoir aggraverait tous les problèmes. Donc c'est très clair. Pourquoi cette évolution? Donc c'est la question bien sûr que je me suis posée. Et donc j'ai retenu 2 explications. Mais j'ai retenu, aussi en lisant ce que disaient les conseillers de la chancelière, les économistes qui l'entouraient, etc. Le premier, c'est que le maintien de l'équilibre budgétaire à tout prix, ce qui avait été la position intangible de l'Allemagne pendant la crise grecque notamment, le maintien de l'équilibre budgétaire à tout prix dans une situation où les taux d'intérêt sont inférieurs au taux de croissance, c'est un non-sens économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne emprunte à 0%. Elle a même emprunté au mois de juillet à moins 0,10. C'est-à-dire qu'à la limite, on paye. Les emprunteurs payent, vont payer des intérêts pour souscrire des bons du Trésor allemand. Donc, quand on est dans une situation, même quand le taux de croissance économique, et je ne parle pas du moment de la crise, mais ces dernières années, il était à 1,5%. Quand vous avez des taux d'intérêt compris entre 0 et 0,5, vous voyez bien que le poids des intérêts dans votre PIB diminue. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit, y compris en parlant de la France, c'est que quand on regarde les intérêts payés par la France, d'année en année, ces 3 ou 4 dernières années, il baisse. Il baisse parce que le taux d'intérêt est très faible et qu'il est inférieur au taux de croissance de l'économie, c'est-à-dire au taux de croissance des richesses que nous produisons. Donc ça, voilà. Si vous voulez, à un moment donné, quand vous empruntez à 0%, c'est presque un non-sens économique de ne pas saisir l'opportunité de faire des investissements. Donc ça, c'est le premier élément majeur. Et le deuxième, c'est que c'est la prise de conscience de l'interdépendance croissante des économies européennes. Aussi bien du point de vue de des fournitures que des débouchés.
Je vous dirais par exemple que sur deux grands secteurs de l'activité économique allemande, l'automobile et l'aéronautique, une grande partie des sous-traitants, des constructeurs automobiles ou aéronautiques sont situés pour l'automobile dans l'Italie du Nord, mécanique, de précision, etc., et pour à la fois l'automobile et l'aéronautique, à la fois en Italie, en France et en Espagne. Donc, du point de vue des fournisseurs, l'Allemagne est tributaire, en partie, en grande partie, de ces fournisseurs qualifiés dans deux secteurs clés. Et du point de vue des débouchés, eh bien, quand même, où, à qui vend-elle ses automobiles, l'Allemagne? Pour 50 à 60% sur le marché européen. Donc, vous voyez, il y a une prise de conscience, finalement, que si on laisse s'écrouler l'économie des autres, à terme, aussi, ça sera préjudiciable à l'économie allemande. Donc, ces deux facteurs, le facteur taux d'intérêt extrêmement faible et le facteur imbrication des économies européennes, les deux ont poussé à ce changement d'optique de la chancelière. Donc, en quoi consistait cette proposition de franco-allemande? Il y avait plusieurs thèmes. Le plus important, c'était la mutualisation des dettes pour abonder le budget européen. Donc à hauteur de 500 milliards, puisque c'était ça. Mutualisation des dettes pour abonder le budget européen, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire à la fois on emprunte ensemble sur les marchés financiers pour abonder le budget européen, et le remboursement, et c'est ça la grande nouveauté, sera non plus effectué par chacun des États membres, mais collectivement. C'est-à-dire qu'il y a emprunt collectif et remboursement collectif. Donc c'est ça la mutualisation des dettes. L'augmentation, deuxième point, l'augmentation importante des transferts, ben oui, parce que ça veut dire que 500 milliards vont être transférés, vont être empruntés et ensuite transférés aux États membres. Troisième point, ce que prévoyait la proposition franco-allemande, c'est une Union européenne de la santé. C'est-à-dire une Union européenne qui permettrait de constituer des stocks de masques, d'équipements, de production de médicaments, de recherche en commun. En partie, en tous les cas, en commun. D'avancer dans cette direction-là. C'est ce que j'ai appelé une Union européenne de la santé. Et le dernier point qui était avancé dans la proposition franco-allemande, c'était la révision de la politique de concurrence. La révision de la politique de concurrence, ça veut dire que jusqu'à maintenant, ce qui avait été dominant dans la politique de concurrence au niveau européen, c'était d'éviter de constituer des groupes trop importants à l'échelle européenne. Rappelez-vous l'histoire, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans à peu près, de l'échec de la fusion entre Alstom et Siemens. Et ça au nom d'une préservation d'un minimum de concurrence au sein de l'Union européenne. Sauf que la critique qu'on peut faire à cette position, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence, elle ne se juge pas simplement au niveau de l'Union européenne. Elle se juge dans un cadre qui est quasi mondial. Et que c'était peut-être pas une si mauvaise chose que ça de favoriser le rapprochement d'Alstom et de Siemens face à des géants américains ou chinois. La politique de concurrence, au départ, elle a été construite dans un cadre européen. Mais, si vous voulez, entre le moment où on a conçu cette politique dans les années 60-70 et le moment où on continue à l'appliquer aujourd'hui, le monde, il a changé, c'est-à-dire que la concurrence, elle est devenue mondiale. Et donc, il y a peut-être intérêt aujourd'hui à renforcer un certain nombre
de coopération au niveau européen pour tenir le choc dans la mondialisation. Donc, l'idée, c'était de réviser cette politique de concurrence et de l'adapter au contexte actuel. Voilà, ça c'était la proposition franco-allemande. Alors, vous voyez, alors il y a deux choses. D'abord, il ne faut pas exagérer, et loin de là, l'importance de la somme. 500 milliards sur 3 ans, ça fait 170 milliards par an. Bon, c'est pour l'ensemble des États européens, alors que, si vous voulez, le chiffrage de la transition, de la seule transition écologique, ça vous donnera un ordre de grandeur. C'est 1000 milliards par an sur 10 ans pour l'ensemble de l'Union européenne. 1000 milliards par an, et ça fait à peu près 60, ça vous donnera aussi l'idée par rapport au plan de relance France, ça fait à peu près 60 milliards par an sur 10 ans pour la France. 1000 milliards par an sur 10 ans pour l'Union européenne. Donc vous voyez que les 500 milliards sur 3 ans, bon. Mais par contre, si la somme reste modeste, l'avancée sur le plan des principes est très importante, puisque c'est la première fois qu'on parle d'union budgétaire. Je continue. Donc ça, c'est la proposition franco-allemande. Elle est reprise une dizaine de jours après par la Commission européenne. Et la Commission européenne, elle l'augmente un peu puisqu'elle passe d'un plan de 500 milliards à 750 milliards. Ça, c'est la Commission. Hein. Et donc, et surtout ce qu'elle entérine, la Commission européenne, elle entérine cette avancée sur le plan des principes de l'union budgétaire. C'est-à-dire, elle dit, le 27 mai, la Commission européenne, elle dit nous aurons la capacité d'emprunter collectivement des fonds sur les marchés financiers, à hauteur, elle propose, de 750 milliards, et elle émet l'idée que pour rembourser cet emprunt, c'est la première fois, nous développerons, ça ne sera pas forcément une contribution de chacun des États membres à l'échéance, mais nous développerons des ressources communes, et elle cite, à ce moment-là, le 27 mai, la taxe sur le numérique, la taxe sur les transactions financières, etc. Donc, vous voyez que ces deux points, sur le plan des principes, c'est un saut historique. Il faut les noter comme tels. Hein. Je dis, il est faible, les montants sont faibles, mais pour la première fois, on conçoit l'idée d'emprunter en commun et de rembourser avec des ressources communes. Voilà. Hein. Dans la crise de 2008, on avait emprunté en commun, mais on se servait de cet emprunt en commun pour prêter à chacun des États qui devaient ensuite, chacun, se débrouiller pour rembourser à l'Union européenne. Là, on est dans un schéma qui est différent. On emprunte en commun et on remboursera en commun. C'est ça l'union budgétaire. Hein. Donc c'est un saut, ça. Il faut le noter comme tel. Alors ça, c'était la proposition de la Commission. Et donc, mais la Commission, c'est le bureau d'études, si vous voulez. Hein. C'est pas la Commission qui décide, hein, vous le savez bien. C'est donc d'abord le Conseil européen, le CE, comme je l'appelle ici, Conseil des chefs d'État et de gouvernement. C'est le Conseil européen, et ensuite les parlements européens et nationaux. Donc il y a toute une chaîne. Donc, le plan de relance, il va être rectifié, on va le voir là dans un instant. Ça mérite de regarder justement là où il a été rectifié. Bon, je vais accélérer un peu. Le 21/7/2020. Donc, et c'est là, déjà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il a fallu 2 mois de discussion, de marchand de tapis, pour approuver ce plan. Et ce plan, même pas dans la configuration qu'avait proposée la Commission européenne. Donc, le plan, finalement, adopté par le Conseil européen en juillet.
c'est toujours 750 milliards sur 3 ans, mais seulement dans ces 750, 390 sous forme de subventions. C'est-à-dire que l'union budgétaire, ça va se matérialiser, non pas sur 750, mais sur 390. C'est seulement ces 390 qui seront empruntés en commun et qui seront ensuite remboursés en commun. Les 360 autres, c'est des prêts aux États. Donc on revient dans la configuration, pour les 360 autres, la configuration des années précédentes. Donc ça veut dire que sur la question des transferts, on est passé de 750 à 390. Voilà. Donc c'est encore, je vous disais déjà 750, c'est faible. À 390, ça allait encore plus. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a discuté pendant 2 mois pour abaisser. Alors, vous me direz, bon, si on regarde le verre à moitié plein, on se dit, on a quand même confirmé, in fine, le principe d'une union budgétaire, mais sur un montant beaucoup plus réduit. Hein. Donc ce plan, alors on a même réparti les sommes. Hein, donc sur ces 390, donc il y en aura 70 pour l'Italie, 60 pour l'Espagne, 40 pour la France. Donc on va le voir, on va le retrouver dans le financement du plan français. Et puis il y avait aussi une répartition qui était proposée pour les prêts. Donc il s'accompagne de contreparties. Alors, et c'est là où on est vraiment dans la discussion de marchand de tapis, parce que les États qui étaient opposés à cette avancée, ils ont obtenu un rabais dans leur contribution au financement du budget européen. Le prochain budget, il est en discussion aujourd'hui, hein, en même temps que le plan. Il y a le budget pour les années 2021-2027 qui est en discussion. Eh bien, une des contreparties, ça a été les 4 ou 5 États qui étaient réticents, qu'on avait appelés dans la discussion les frugaux, donc l'Autriche, Danemark, les Pays-Bas, etc. Ils ont obtenu un rabais. Donc on est dans la discussion de marchand de tapis. Hein. Un rabais sur leur contribution au financement du budget européen. Ils ont obtenu, parce que donc en gros le budget européen hors plan de relance, en volume il va diminuer un petit peu. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il disait en gros il faudrait qu'on ait le même engagement financier après le plan de relance que celui qui était conçu avant. Donc ils ont obtenu un rabais, un léger recul du budget de la PAC, c'est-à-dire la politique agricole commune, et une révision à la baisse de certains projets, notamment les questions qui avaient été proposées par la France et l'Allemagne, l'Union européenne de la santé, la recherche, etc. Donc ça, c'est revu, tout ça est revu à la baisse. Je ne vais pas beaucoup plus loin sur cette question-là. Vous avez suffi. On y reviendra peut-être dans la discussion, parce que je veux quand même dire un tout petit mot pour finir, avant de vous donner la parole. Et donc, s'il y a des précisions, vous me les poserez dans la discussion. Un petit mot quand même pour finir du plan de relance de la France, donc qui a été avancé le 3 septembre 2020. Pour que, comme ça, vous avez une espèce de vue d'ensemble de tout ce qui s'est passé au cours des 6 derniers mois, la crise, les réponses à la crise, etc. Dans quelle mesure on répond à la fois aux questions de court terme, c'est-à-dire comment on essaye d'enrayer la crise, et en même temps comment on engage des projets sur le moyen et long terme, et dans quel sens on engage ces projets. Donc le plan de la France, c'est 100 milliards sur 2 ans. Et donc on espère 30% mise en œuvre en 2020. Donc ça, si vous voulez, 30% mise en œuvre en 2020, vous voyez bien, c'est l'idée d'aller assez vite
pour qu'on relance la machine, quoi. Et donc, sur ces 100 milliards, 40 milliards, comme je viens de vous le dire un instant, proviendront du plan de l'Union européenne. Et 60 milliards seront empruntés. Et l'objectif, il y a plusieurs objectifs qui sont avancés en sous-bassement de ce plan, c'est retrouver le niveau du PIB antérieur à la crise sanitaire à la fin de 2022, créer 160 000 emplois et accélérer l'adaptation de l'économie française aux enjeux environnementaux et technologiques à l'horizon 2030. Donc il y a du court terme et du moyen terme dans ce plan. Donc les principales orientations, après je vais vous dire 2-3 mots à l'intérieur de chacune. La transition écologique, 30 milliards. La cohésion sociale et territoriale, 36 milliards. La compétitivité des entreprises, 34 milliards. Bon, dans la transition écologique, il y a à la fois le soutien aux infrastructures et mobilités qualifiées de vertes, c'est-à-dire le transport ferroviaire, les véhicules électriques, le vélo. Voilà. Il y a dans cette transition écologique les énergies renouvelables, les investissements dans la filière hydrogène, et il y a la rénovation énergétique pour un montant de 6,7 milliards. Tout à l'heure, quand je vous avais cité un exemple, je vous disais que si on veut traiter la question de la rénovation des bâtiments énergétiques, ça a été chiffré, il faut 30 à 40 milliards sur 10 ans par an. C'est juste pour que... la cohésion sociale et territoriale, donc 36 milliards. Alors il y a une partie correspond en gros à 10 milliards qui sera déconcentrée et contractualisée avec les régions, donc qui seront adaptés selon des besoins particuliers de chacune des régions. Il y a dans cette cohésion sociale et territoriale le soutien au chômage partiel et à sa prolongation éventuelle. Il y a le soutien à l'emploi des jeunes, aide financière aux entreprises qui vont recruter des jeunes, la subvention pour les contrats d'apprentissage, et puis un appui à la recherche, à la formation et le soutien aux personnes précaires. Soutien aux personnes précaires, c'est 800 000 €. Je vais y revenir. Troisième point, la compétitivité des entreprises, 34 milliards. Alors là, le gros poste, c'est la baisse des impôts de production, 20 milliards. La souveraineté technologique et industrielle, 7 milliards. Ça, c'est en gros toute la question des relocalisations et des aides à la création de nouvelles filières, les batteries, l'hydrogène aussi, et puis le soutien au financement des entreprises, de façon à renouveler un peu leurs fonds propres. Alors, trois remarques par rapport à ce plan. D'abord, le financement à la transition écologique. Il y a deux choses à dire. La masse financière consacrée à cette transition, c'est 30 milliards. Je vous ai dit, encore une fois, c'est pour chiffrer les ordres de grandeur. La transition écologique, elle a été chiffrée. En gros, c'est des sommes qu'il faut... C'est des masses financières pour donner des ordres de grandeur. 1 000 milliards par an pour l'Union européenne, donc à peu près 70 par an sur 10 ans pour la France. Voilà. Donc ça, c'est un premier pas. On ne va pas dire que c'est nul, qu'il n'y a rien. 30 milliards, c'est bien, mais c'est insuffisant. Et surtout, le plan, là, il couvre 3 ans. Ça veut dire que derrière, quand je vous dis 60 milliards par an sur 10 ans, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête en 3 ans. Il faut renforcer cet effort-là.
Et rien que la rénovation énergétique, on est très loin du compte, si on veut vraiment le faire. Et si on veut vraiment le faire, c'est pas en passant par les petites aides individuelles. Il faut y aller là, où un coup on soutient on fait confiance aux particuliers. Alors un jour c'est les fenêtres, le lendemain c'est le plancher. Donc là, vous voyez, avant qu'on ait rénové 7 ou 8 millions de passoires thermiques, on n'est pas arrivé au bout du tunnel. Hein. Donc il y a deux choses là, c'est la masse financière et sa prolongation dans la durée. Parce qu'on voit bien, toutes ces questions-là, les nouvelles filières, les énergies renouvelables, la rénovation énergétique, c'est des boulots, ça ne se tarira pas dans les 3 ans qui viennent. Vous voyez bien, on le voit bien, que c'est des efforts sur au moins 10 ans. Donc ça, c'est l'autre question que j'avais un petit peu déjà soulevée, c'est 20 milliards de baisse des impôts de production. Donc, ok. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que les entreprises vont en faire de ces baisses d'impôts? Donc, si on veut être cohérent, si on veut assumer la transition écologique ou sociale, il faut des contreparties. Et donc, c'est là que je disais, des contreparties, pour moi, ça implique des contre-pouvoirs dans l'entreprise pour regarder comment on utilise ces sommes qui sont économisées. Et ça nécessiterait même, et là je reviens aux temps ancestraux de la fameuse planification à la française au lendemain de la guerre, quand on a reconstruit l'appareil industriel, à la limite, ça nécessiterait que les 100 plus grosses entreprises françaises contractent avec l'État, qui vont bénéficier de cet effort. Contractent pour qu'on soit sûr que cette somme, ça ne soit pas simplement quelque chose encore pour alimenter la concurrence par les coûts, mais que ça permette d'investir soit dans la transition sociale, soit dans la transition écologique. Donc là, cette question des contreparties, c'est pas anodin, parce que sinon, ça veut dire qu'on donne de l'argent, mais qu'on ne sait pas où ça va. C'est un peu comme la politique de rachat de titres par la Banque européenne. Quand elle rachète des titres, elle donne de l'argent aux banques. Et aujourd'hui, les banques, elles font ce qu'elles veulent. Hein, donc, cette question des contreparties est très importante. Après, je pointerai cette question de la faiblesse, je l'ai souligné. Il y a deux faiblesses importantes au regard des questions un peu brûlantes d'actualité. La faiblesse du soutien aux personnes les plus modestes. Je vous ai dit, hein, les personnes précaires, dans le plan, c'est 800 000. Non, 800 millions, pardon. 800 millions. Et la faiblesse aussi du financement des TPE-PME, parce que ça, c'est le tissu général. Donc, il est prévu 3 milliards dans le plan. Ça paraît beaucoup, 3 milliards. Mais 3 milliards pour le tissu des PME, pour renforcer leur trésorerie. Et quand on veut dire renforcer la trésorerie des TPE-PME, si on renforce la trésorerie, ça leur permet aussi de négocier en meilleure position des prêts auprès des banques. Et 3 milliards, ça me paraît, pour l'ensemble du tissu des TPE-PME, particulièrement faible. Quant aux 800 millions pour les personnes en grande précarité, je ne sais pas si vous avez entendu la semaine dernière les sonnettes d'alarme du Secours populaire, de la Banque alimentaire, etc., la crise, elle a révélé, et je le disais en commençant cette émission, cette intervention, elle a révélé toute une série de populations en grande précarité, c'est-à-dire tous les auto-entrepreneurs qui n'ont plus de clients, les personnes par intérim qui n'ont plus de mission, ceux qui travaillaient au noir, qui n'ont plus de boulot. Donc toutes ces personnes ne relèvent pas du dispositif du soutien au chômage partiel. Donc, leurs revenus sont tombés.
à un niveau extrêmement bas. Et vous le voyez tous les jours dans la presse, vous lisez ça. Hein. Et donc là, il y a, à mon avis, une faiblesse aussi du plan. Ben voilà. Donc j'ai essayé de vous faire cette petite peinture avec des sujets de fond, des sujets qui engagent l'avenir, et puis en même temps des questions de plus court terme. Ben, si j'ai pas été assez clair, c'est le moment de me le dire et de, et de poser vos questions. Voilà. Là,